Je voudrais non pas faire une présentation d'historien, parce que je n'ai pas cette qualité, mais simplement continuer à resituer l'Afrique du Nord dans le contexte qui était le sien au moment où nous avons pris ce long fil que nous déroulons et qui est celui de, au fond, les perspectives ouvertes et les problèmes de la présence française en Afrique du Nord. Cette longue relation structurelle qui commence bien avant, je pense, le débarquement de Sidi Ferruch et qui continue bien après les indépendances des pays qui étaient sous tutelle française. Je voudrais aujourd'hui me continuer un petit peu la présentation qui avait été faite et donc me situer dans la continuité des éléments d'introduction du colloque organisé par la Fondation le 15 octobre 2014 et de resituer donc le Maghreb dans un contexte international spécifique, celui des suites de la Grande Guerre, devenue progressivement la Première Guerre mondiale, et dont les conséquences se font sentir à l'échelle de cette nouvelle dimension. La période qui commence en 1918-1919 est marquée par un paradoxe. Les traités de paix organisent en fait une consolidation, non de l'idée impériale en elle-même, mais de sa pratique active et des comportements habituels des puissances victorieuses. Au moment même où les ferments de transformation, désagrégation émergent et se conjuguent, l'Europe affirme encore son pouvoir, mais va perdre le monopole de l'histoire. Les nationalités vont affaiblir les empires et la contestation de l'expansion coloniale crée les fondements d'un monde nouveau. L'Afrique du Nord n'échappera pas à ce mouvement. À l'écart territorial du premier conflit, elle en expérimentera les retombées. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'Afrique du Nord n'ayant pas été un théâtre d'opérations militaires entre puissances belligérantes, sauf aux confins, aux frontières de l'actuelle Libye, n'est pas un enjeu direct des grandes négociations qui s'ouvrent à Versailles. La domination française, parachevée en 1912 par le traité de Fès, provisoirement sanctuarisée par le concert européen, n'est donc pas remise en cause. Bien au contraire. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ayant fourni des contingents significatifs de combattants, tant indigènes, terme de l'époque, qu'européens, est englobé sans questionnement véritable dans la victoire française. L'ensemble nord-africain, l'Algérie en étant l'épicentre, fait partie du capital que la France s'est constitué et qu'elle ne concevrait pas un seul instant de mettre sur la table des négociations. Au demeurant, personne ne les lui demande. Mais retenons que le maréchal Lyautey proposera sans succès au ministère des Affaires étrangères français et au gouvernement français d'inclure le Maroc comme État associé à la conférence de la paix. L'Afrique du Nord est devenue un arrière lointain, à l'abri du feu, pourvoyeur de moyens, base de départ pour les armées d'Orient. Du coup, dans la mondialisation progressive, d'abord de la guerre, puis de la paix, la profondeur afro-méditerranéenne devient un atout stratégique nouveau. On retrouvera cette transformation de la perception du Maghreb, notamment dans les années 30. Elle est particulièrement appuyée dans les écrits de l'amiral Castex à propos du débat sur la priorité entre le Levant et le Maghreb dans la vision stratégique française. Là aussi surgira plus tard un autre paradoxe qui est celui de la profondeur stratégique théorisée mais non organisée et qu'une lumière cruelle éclairera en 1940-1942. Dans une guerre moderne, l'économie du pacte colonial nord-africain ne peut servir de base industrielle et logistique à une résistance solide contre l'Allemagne victorieuse, et il faudra ensuite payer un prix élevé, assorti d'une certaine dose d'humiliation, pour que les Alliés équipent l'armée d'Afrique, élément déterminant de notre présence militaire en 1945. Ces constatations viendront plus tard, car pour le moment, la guerre a provisoirement enrichi les économies locales, soit par l'approvisionnement de la métropole, soit par les pécules des combattants. Le tribut payé par tous ces combattants renforce pour les uns le sentiment d'appartenance nationale, français déjà installés depuis longtemps dans la colonie, mais aussi ceux qui le deviennent dans ce creuset terrible
naturalisés italiens, espagnols, maltais, tous mélangés dans l'euphorie de la victoire. Pour les autres, tirailleurs, goumiers, spahis, avec de nombreuses graduations et variantes, rien n'étant monolithique, elle ouvre une période de questionnement marquée par la volonté de changer de statut et de destin, car on ne peut avoir payé le prix du sang et rester dans la sous-dépendance sociale ou citoyenne. Une nouvelle dynamique est créée qui vient se greffer sur des contestations récurrentes, traditionnelles. Pourtant, les voix dissonantes qui se sont élevées pendant le conflit à Batna ou ailleurs se sont éteintes, elles ont été assourdies. Le Maghreb n'est pas un enjeu de la guerre, il est encore moins celui de la paix. Regardons de plus près la physionomie de cette paix. Le diagnostic général des historiens et universitaires est que le traité de Versailles, les traités de Versailles, puis de Sèvres et de Lausanne, sont des compromis entre les principes wilsoniens et la vieille diplomatie européenne. Ces traités ignorent totalement l'Afrique du Nord et se concentrent sur l'Europe, naturellement, l'Allemagne, rive gauche du Rhin, les réparations, la fin de l'Autriche-Hongrie, c'est le traité de Saint-Germain en laye du 19 septembre 1919, l'émergence de la Pologne, assortie d'un conflit soutenu par la France avec la nouvelle URSS. L'architecture politique de cette transformation est à la fois impériale et novatrice. Impériale, parce que les vainqueurs Angleterre, France, Italie, entre autres, veulent maintenir leur emprise et l'agrandir aux dépens des vaincus. Novatrice, parce que les États-Unis ont accepté d'intervenir en Europe, en avril 1917, sur la base politique, c'est-à-dire entrée et sortie du conflit, celle des 14 points présentés par le président Wilson le 8 janvier 1918 devant le Congrès des États-Unis. Cette intervention américaine, nous le savons tous, fut décisive sur mer et dans les derniers mois de la guerre, au moment de la grande offensive Ludendorff. Elle explique le poids du Nouveau Monde dans les affaires du vieux continent. Rappelons brièvement que ces 14 points marquent l'émergence d'une vision de la vie internationale originale pour l'époque. Traité de paix, fin de la diplomatie secrète, développement du libre-échange, principe d'autodétermination, sécurité collective et multilatérale. Un programme complet, donc une politique globale, contraire dans son principe même au cantonnement du passé, aux petits arrangements entre nouveaux amis et anciens ennemis. Les États-Unis forgent ainsi dès 1918 les bases théoriques de leur suprématie future, que seul l'isolationnisme consécutif à la non-ratification du traité de Versailles les aura empêchés de développer plus tôt. Revenons un instant sur le point 5 de ces 14 points de Wilson, essentiel pour nous, et je le cite. Un ajustement libre, ouvert, absolument impartial de tous les territoires coloniaux, se basant sur le principe qu'en déterminant toutes les questions au sujet de la souveraineté, les intérêts des populations concernées soient autant pris en compte que les revendications équitables du gouvernement dont le titre est à déterminer. Fin de citation. Si j'étais historien, je serais allé à la bibliothèque du Congrès ou aux archives américaines, me replonger dans les arcanes de ce monument de style plutôt baroque que classique. En tant qu'ancien diplomate, je dirais qu'il cache bien tout ce qu'il veut dire. Tout y est alambiqué et controuvé. En fait, ce point 5 ressemble à une étrange créature, fruit du mélange d'une pensée prédicatrice, en vogue dans les milieux patriciens de la côte Est des États-Unis, où elle côtoie, sans se mélanger, l'acharnement anti-anglais des communautés irlandaises, de l'attachement aussi aux fondamentaux de l'émancipation américaine, c'est-à-dire la liberté des colonies contre l'oppression de la couronne, et de l'évolution de la doctrine Monroe, qui, de Simon Bolivar à Theodore Roosevelt, a inspiré autant de guerres d'indépendance que d'application du Big Stick. Néanmoins, ce point 5 est un tournant. Il dit bien ce qu'il veut dire. Il dit bien ce qu'il veut cacher. On comprend qu'il est déclenché autant d'enthousiasme que de crainte, car il met sur le même plan le droit des populations coloniales à s'exprimer sur la souveraineté et la forme de leur gouvernement futur, les maîtres du moment étant, eux, autorisés à s'exprimer sans pour autant être titulaires de droits acquis. C'est donc un renversement de paradigme, une nouvelle donne dans le paysage international, une sorte d'éclair dans le ciel serein du contentement des empires installés.
On sait que la mécanique installée à Versailles et dans les conférences et traités qui en découlent a combiné plusieurs mots-clés. J'en isole deux, nationalité et minorité. Le principe des nationalités irrigue toute l'affaire. C'est le meilleur outil pour donner satisfaction aux revendications étouffées, la base légitime de la naissance ou de la renaissance de peuples, sinon absents de l'histoire, du moins dépossédés de la maîtrise de leur destin. Il va jouer à plein au cœur de l'Europe pour balayer l'héritage des partages de la Pologne, des congrès de Vienne et pratiquement de toute la diplomatie du XIXe siècle. Lui aussi est d'une étrange nature, car s'il est une aspiration irrésistible issue de la Révolution française, il est aussi un moyen de liquider ses rivaux et de diviser pour mieux régner. C'est un Janus bifront. Dans cette deuxième dimension, il a été aussi largement utilisé que dans la première. Mais globalement, une mosaïque de nouveaux pays change la donne et implique une stratégie active, nouvelle, d'alliance et d'influence. Elle implique aussi d'avoir l'armée de sa diplomatie. Essayons d'appliquer ce prisme, que je rappelle très brièvement, sur le Proche-Orient et le monde arabe, car c'est celui qui nous intéresse au premier chef, compte tenu de ses implications pour le Maghreb. D'abord, terminer l'Empire ottoman. C'est l'objet du point 12 de Wilson, de la conférence de San Remo et du traité de Sèvres, conclu le 10 août 1920, en pleine guerre civile turque. Trois nations nouvelles émergent. Une nation arabe, une nation arménienne, une nation kurde. Les trois cherchent et trouvent provisoirement des structures étatiques aux fortunes diverses. La nation arabe est la plus importante, en nombre, en superficie, en chef charismatique, en leader potentiel. Elle a été au cœur de la révolte contre l'Empire ottoman, qui n'a pas réussi à faire accepter sa domination, même revêtue du manteau sacré du califat. Il y a longtemps que l'Égypte s'est dégagée de l'emprise turque, s'imposant de fait comme le premier foyer moderne de l'arabisme politique que les nationalismes du Wafd tourneront aussitôt contre Londres. Mais il reste l'essentiel, à savoir le contrôle du cœur du monde arabe, tel que la légende dorée le décrit, c'est-à-dire Bagdad et Damas. L'épopée de Lawrence et des fils du shérif de la Mecque, Faisal et Abdallah, n'épuise pas le sujet. Je dirais même, au risque de ternir la légende, que c'est un corps doublement étranger. Les Anglais, soutien passager de tribus lointaines, remplaçant des Turcs épaulés par des Allemands. Cela ne pouvait évidemment satisfaire les élites déjà installées dans le croissant fertile, actives à Damas, Alep, Beyrouth, Bagdad, engagées bien avant 1918 dans une contestation durement réprimée, y compris les pendaisons d'officiers arabes servant dans les armées ottomanes. L'idée d'une grande Syrie, moteur de la renaissance nationale arabe, étayait tout ce bouillonnement. Il y a déjà, dans le terme même de nation arabe, une ambiguïté forte. L'émir Faisal parlait plutôt de royaume arabe, le royaume arabe de Syrie, plus apte à réaliser la synthèse entre la bourgeoisie citadine, le tribalisme bédouin et la communauté de l'islam, dépassant les frontières dessinées par les militaires et les géographes. Il est vrai que s'exerçait déjà sur la famille hachémite la pression des wahhabites saoudiens qu'il expulsera d'Arabie. Il lui fallait donc un territoire. Celui qu'il trouverait dans sa corbeille est très différent des sables du Hedjaz. En fait, si le nationalisme implique et exige un territoire, voire un peuplement spécifique et homogène, la nation arabe implique par définition une transcendance. La réflexion destinée à dépasser les contraintes de la réalité politique oscille toujours d'ailleurs, entre nations, panarabisme, panislamisme. Le Proche-Orient de l'entre-deux-guerres est le laboratoire privilégié de cette floraison doctrinale, car on y voit en action, en développement rapide, les trois sources qui, alternativement ou concurremment, alimenteront l'anticolonialisme, appelons-le comme ça, et donc en Afrique du Nord, la contestation de la présence française. La revue Al-Manar, en arabe qui veut dire le phare, les écrits d'Hassan el-Banna, le fondateur des Frères musulmans, naissent exactement à cet instant. Floraison d'autant plus importante que ce Proche-Orient est immédiatement enserré dans les tenailles des accords Sykes-Picot et du partage du Levant par un système de mandats confié à Londres et Paris. La réalité des traités
finit par emporter les aspirations locales. Toutefois, l'impact des prolégomènes de la nation arabe, entendu dans son acception la plus large, sera profond et atteindra le Maghreb rapidement, en passant par l'Égypte, la Tunisie, Constantine, Alger, Tlemcen, Fès, Tanger. Les minorités. Afin d'illustrer cette période, je voudrais rappeler le premier paragraphe d'une lettre de Clémenceau adressée à l'émir Faisal le 17 avril 1919, soit 3 mois avant la signature du traité de Versailles. Le gouvernement français, désireux d'assurer à la Syrie, comme à l'Arménie et à la Mésopotamie et aux autres pays d'Orient délivrés par la victoire de l'Entente, le régime de liberté et de progrès conforme aux principes dont il s'est toujours inspiré et qui sont la base des déclarations de la conférence de la paix, déclare reconnaître le droit à la Syrie à l'indépendance sous la forme d'une fédération d'autonomie locale répondant aux traditions et aux vœux des populations. Belle promesse que le Tigre, adversaire résolu, comme vous le savez, de la colonisation, a probablement faite en toute sincérité. Néanmoins, selon la formule consacrée, les empires contre-attaquent toujours. En juillet 1920, le même Faisal est chassé de Damas par les Français après la bataille de Maïsloum. Les Anglais s'installeront à Bagdad, au cœur de la Mésopotamie rebaptisée Irak, son frère en Transjordanie et les colons juifs en Palestine. Tout cela est bien connu. Ce qui l'est moins, et sur lequel je voudrais insister un petit peu plus, mais tout aussi significatif, est la réaction turque. L'Empire moribond ne s'est pas laissé faire. Kemal Atatürk a conduit la révolte contre le traité de Sèvres et obtient, après sa victoire sur les Grecs en 1922, une révision complète de ses clauses léonines à Lausanne le 24 juillet 1923. Disparaissent alors, et l'éphémère État kurde, dans des conditions dramatiques, gazage à l'hypérite des populations à Souleymaniye, l'Arménie dépecée entre la Turquie et l'URSS, en dépit des promesses consécutives au génocide de 1915 et du soutien français. La Turquie récupère ainsi toute sa côte méditerranéenne, avec des transferts massifs de population à composantes ethniques et religieuses, accompagnés de milliers de victimes et de drames humains qui touchent Grecs, Arméniens. On dit que 900 000 Grecs ont quitté la côte occidentale en quelques mois. Smyrne devient Izmir, et en 1925, les Anglais transforment Chypre, qu'ils occupaient depuis 1878, en colonie de la couronne en 1925. La grande base qu'ils y développent alors est toujours entre leurs mains aujourd'hui. Comme en Europe, la mosaïque des nouvelles entités donc fabrique des minorités qui deviendront peu à peu des bombes à retardement. Au Liban, la France installera même en principe même de gouvernement, la répartition à la fois confessionnelle et minoritaire des pouvoirs. C'est un vieux réflexe, et n'oublions pas qu'au XIXe siècle, les puissances européennes, la France en particulier, mais aussi la Russie, ont fondé leur politique levantine sur la protection des minorités chrétiennes dans l'Empire ottoman. Toujours ce vieux principe, un empire protège une minorité. Au début des années 20, la Turquie a perdu toutes celles qu'elle dominait en Europe et s'est soit débarrassée, de quelle manière violente, de celles qui vivaient sur son territoire, soit les a partagées avec ses voisins, au sud, Syrie, Irak, au nord, URSS, à l'est, la Perse qui deviendra l'Iran. Ce panorama, celui dont vous voyez aujourd'hui les conséquences, est fixé à ce moment-là. Mais elle est devenue, cette Turquie, elle perd son empire, mais elle est devenue une république laïque, moderniste, ultranationaliste, qui a fini par faire plier les puissances. Autant l'Empire ottoman n'avait pas réussi, entre 1914 et 1918, à déclencher le djihad, autant Atatürk, en 1923, devient, dans le Levant et au-delà, un symbole de résistance, le créateur d'une nouvelle nation sur les débris d'un vieil empire, ce que personne n'avait prévu. Je dirais presque qu'il s'agit de la quatrième nation. C'est une quatrième dimension, en fait, fabriquée à la fois par les traités, le rejet de la défaite, le sentiment national, l'identité ethnique. Dans le cas turc, l'islam, discrédité par la faillite des Osmanlis,
passe au second plan, mais demeure dans l'Anatolie profonde un soubassement incontournable. Retenons cependant au passage que cette nation très jeune se comporte avec la brutalité d'une vieille puissance sûre de son pouvoir. Dans ce long détour diplomatique, je m'excuse, nous n'avons pas vraiment quitté l'Afrique du Nord. Contrairement à l'apparence, le Levant nous en rapproche. La France se trouve en effet, après la Première Guerre mondiale, aux commandes d'un continuum arabo-musulman élargi à l'espace syro-libanais et dans une position d'influence inégalée, politique, économique, culturelle. Je dirais que le rêve de Bonaparte prend chair. L'école orientaliste française domine les études arabes dans le monde. Son archéologie rayonne jusqu'en Perse. Les lycées et les ordres religieux enseignants commencent à former toute l'élite de cet arc exceptionnel de Tanger à Téhéran et Kaboul. Le Caire, entre les deux guerres mondiales, est une capitale francophone. Comment va-t-elle gérer cette nouvelle donne? Comme toujours, en faisant le contraire des Britanniques. Ces derniers, confrontés à la montée du sentiment national dans leur zone d'influence, avec des émeutes très violentes au Caire en 1919, une insurrection sanglante en Mésopotamie en octobre 1920, négocient avec les émeutiers pour les avoir sortis de prison. Le cas de Zahloul en Égypte est tout à fait significatif, et inventent des États, des dynasties ad hoc, avec lesquels ces Britanniques s'empressent de conclure des accords, leur garantissant à eux, Britanniques, l'essentiel de leurs intérêts stratégiques et pétroliers. C'est une indépendance plutôt théorique, mais qui a l'avantage de détourner et d'atténuer l'impétuosité de la vague nationaliste. L'Égypte en 1922, l'Irak, un royaume sous mandat en 1922 également, indépendant en 1932. La Transjordanie, zone tampon, restera englobée jusqu'en 1946 dans le mandat sui generis, c'était le terme de la Société des Nations, accordé à la Grande-Bretagne sur la Palestine en raison de la difficulté de gérer l'inextricable complexité du destin judéo-palestinien, conséquence immédiate de la déclaration Balfour. En fait, ils sont dans la lettre, sinon dans l'esprit du mandat. Rapprochons cette vision et cette évolution de la constitution du Commonwealth et du grand mouvement des Dominions, entamé avant 1914 et que Winston Churchill étendra plus ou moins au monde arabe lors de la conférence du Caire en 1921, alors qu'il avait quand même plutôt l'esprit impérial, du moins en politique, plus qu'en économie. Souvenons-nous qu'il avait traité Gandhi de fakir nu. La France est dans une situation comparable en Syrie et au Liban, soumis à une agitation nationaliste permanente, même violente. Souvenons-nous de la révolte druze, dont les ferments se transportent vers le couchant du monde arabe. Sans ignorer que la Méditerranée est une caisse de résonance, la politique française entre les deux guerres sépare sa vision maghrébine et sa vision orientale. Les mêmes causes ne sauraient produire les mêmes effets. D'un côté, un précaré, de l'autre, une zone d'influence nouvelle. La France accède enfin au contrôle direct de cet Orient mythique qui a tant pesé sur son histoire. Elle y ajoute des intérêts pétroliers nouveaux et substantiels sur les champs irakiens. En fait, la rivalité avec l'Angleterre perdure. Et il faut rester, en plus, en termes diplomatiques, au plus près de la Turquie, à laquelle la France finira par céder en 1938 le Sandiak d'Alexandrette, c'est-à-dire Antioche, à l'extrême fureur des nationalistes syriens. Le Proche-Orient reste un pion important sur l'échiquier diplomatique français, alors que l'Afrique du Nord reste enfermée dans une perspective strictement nationale. S'il y a bien dans la politique française une volonté d'éviter une contagion entre les deux bassins de la Méditerranée, force est de constater que dans un cas comme dans l'autre, l'initiative se fige ou se ralentit. Refus d'accélérer la fin des mandats, alors que la logique du mandat de classe A sur la Syrie est la conduite vers l'indépendance. Difficulté à concevoir les évolutions internes de l'Afrique du Nord, malgré les signaux répétés. Je crois qu'il faut laisser aux historiens maintenant et le soin d'analyser les mouvements qui naissent alors en Afrique du Nord. Que sont-ils? Que disent-ils? Mais surtout la signification du moment où ils émergent et son impact sur la mémoire-histoire, c'est-à-dire la lecture scientifique et sa mise en perspective aujourd'hui. Il y a une histoire déjà établie de l'étoile nord-africaine,
de ses relations compliquées et conflictuelles avec le communisme militant de l'époque, des prises de position de M. Ferhat Abbas entre les deux guerres mondiales, de la naissance du mouvement des oulémas, avec la formule célèbre de Cheikh Ben Badis, l'Algérie ma patrie, l'islam ma religion, l'arabe ma langue, et du grand passeur d'idées entre Levant et Maghreb que fut Chekib Arslan. Mais cette histoire, où l'on peut trouver les fondements des nationalismes algériens, marocains, tunisiens, n'a probablement pas la même signification, la même épaisseur de nos jours pour les nations indépendantes qu'elle concerne au premier chef. Et puis, quel degré exact de contestation, quel degré exact même de pertinence politique et populaire recouvre-t-elle dans ces sociétés du Maghreb de l'époque et dans le climat de glorification impériale et coloniale des années 20 et 30. C'est un sujet considérable que, par définition, la Fondation ne peut traiter. Elle se contentera de soutenir les démarches universitaires qui pourraient s'y attacher. Mais les deux histoires appartiennent à une histoire, au fond, inextricablement partagée et considérablement divergente. Les quelques éléments factuels qui viennent d'être rappelés ne pouvaient en effet rentrer dans le détail des traités, des revendications et autres. Au Maghreb, en particulier, s'établit un cours nouveau. Pour la France, la spécificité tend même à englober peu à peu le Maroc et la Tunisie, à gommer les différences des protectorats, à en affaiblir le principe constitutif. Tendance à laquelle Lyautey s'opposera, notamment dans la fameuse circulaire de novembre 1920, dite du coup de barre, dans laquelle il préconise en substance un changement radical de notre politique en raison de la transformation du monde et en particulier du monde musulman. J'en retiens cette analyse prémonitoire. Je le cite. Si pendant des siècles, la xénophobie du Maghreb, son esprit d'indépendance jalouse, ont établi une cloison étanche entre lui et le reste du monde, et l'ont maintenu figé dans une forme théocratique immuable, ces temps sont passés. Le succès des bolcheviks, leur approche de Constantinople, du Levant, le contre-coup qui va s'en produire en islam, les proclamations d'indépendance en Égypte, en Tripolitaine, sont des événements mondiaux qui vont créer demain une situation nouvelle. Il ne faut pas se laisser surprendre. La Tunisie et l'Algérie sont déjà profondément remuées. Il serait inexcusable de s'endormir au Maroc et d'imaginer qu'on pourra longtemps éviter le contre-coup de tels événements. Ce qui se passe en réponse est plutôt la montée de la glorification, une sorte de parachèvement du parcours colonisateur-civilisateur comme deuxième pilier de la victoire de 1918. Le rapport illusion des illusions, qui est au cœur de notre journée, est donc beaucoup plus complexe qu'il n'apparaît. Nous ne pouvons pas en traiter tous les aspects et surtout trancher sur le sens qu'il convient de lui donner. Cependant, j'espère que les contributions que vous entendrez aujourd'hui permettront de jalonner votre réflexion. Ce serait déjà un résultat positif pour notre fondation. Retenons cependant de l'exemple turc que les empires vivent comme fédérateurs de peuples et meurent lorsque ces peuples deviennent des nations. Je vous remercie de votre attention.